Alors, ces travaux ont été réalisés dans un contexte de collaboration internationale entre équipes de recherche françaises, ici au laboratoire IMS, et néo-zélandaises au laboratoire Plant and Food Research. Je vais commencer par répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on souhaite diagnostiquer automatiquement les maladies de la vigne ?» Alors, la vigne est une plante très sensible à de nombreux ravageurs et maladies, pouvant entraîner des pertes de rendement importantes et même mener jusqu'à la mort du pied atteint. Il faut alors essayer de détecter ces cas le plus tôt possible avant qu'ils ne se propagent. Une façon de faire cela, c'est la surveillance des vignobles régulières. Pour certaines maladies très virulentes, des experts sont même chargés d'effectuer ce travail de prospection. Cependant, il leur est impossible d'arpenter tous les vignobles tous les ans. Et il leur faudrait un outil de prédiagnostic afin de savoir quel vignoble inspecter en priorité et au sein de ces vignobles, quelle zone ou vigne inspecter en priorité. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut construire un tel outil de prédiagnostic en s'aidant de la vision par ordinateur. Alors, pour faire ça, on a 3 choix possibles. Premièrement, le type de données que l'on va acquérir. Nous, on va travailler sur des images, donc ça va être soit des images de type RGB, que tout le monde connaît, soit type multispectral ou hyperspectral. Une fois qu'on sait le type de données, il faut savoir comment est-ce qu'on va les acquérir. Donc là, on a 3 choix possibles. Soit par télédétection, donc des images satellites ou par avion, mais là, on reste quand même assez loin des vignes pour les symptômes. Donc, on a un deuxième choix, c'est l'acquisition d'images par drone. Donc ici, on est plus proche de la vigne, mais avec un certain angle de vue qui peut ne pas permettre de bien voir tous les symptômes. Et donc, on a un troisième choix, qui est l'acquisition en proxy-détection, directement dans le rang de vigne, mais qui va ouvrir la meilleure vue sur le plan de palissage. Une fois qu'on a acquis nos données, il faut savoir comment est-ce qu'on va les traiter. Donc là, on peut séparer les méthodes en 2 grands choix possibles, soit les traitements d'images dits classiques, où on va extraire des paramètres qui semblent importants pour déterminer si la vigne est malade ou non, et c'est ces paramètres qui vont nous permettre la classification de notre image. Ou alors, on a les méthodes de deep learning qui, depuis des années, quelques années, révolutionnent de nombreux domaines, notamment le traitement d'images. Maintenant, on va voir les choix qui ont été effectués dans les recherches précédentes pour le diagnostic des maladies de la vigne. On peut les séparer en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est la classification d'images uniquement d'une feuille qu'on a prélevée sur la vigne et qu'on a placée sur un fond uni. Les 3 types d'imagerie ont été testés. Il y a eu d'excellents résultats qui ont été obtenus, notamment avec les CNN, qui sont un algorithme de deep learning. Ça permet également la discrimination entre les maladies. Par contre, ça paraît compliqué d'utiliser ça en pratique à haut débit. Couper une feuille sur la vigne, il faut en plus que cette feuille soit symptomatique, la placer sur un fond uni, la prendre en photo et la traiter. Ça paraît compliqué de réaliser ça à haut débit. On a un deuxième groupe de recherche qui est le diagnostic avec des images acquises par drone. Donc, encore une fois, les 3 types d'images ont été étudiés. Il y a eu des excellents résultats qui ont été démontrés pour la discrimination entre vignes saines et vignes malades. Par contre, il y a eu des difficultés démontrées pour discriminer entre les maladies. Le 3e groupe de recherche, c'est l'utilisation des images acquises en proxy-détection, donc avec la meilleure vue possible sur les symptômes. Il y a eu d'excellents résultats, encore une fois, entre pieds malades et pieds sains, et des résultats prometteurs pour discriminer entre les maladies en utilisant les méthodes de deep learning. Donc maintenant, on va voir ce qui semble manquer à ces recherches pour fournir un outil de diagnostic robuste. Premièrement, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent la distinction entre vignes malades et vignes saines, mais peu entre les maladies. Pourtant, il y a des maladies qu'on appelle les maladies confondantes, qui vont présenter des symptômes très similaires à ceux de la maladie que l'on souhaite étudier. Il y a également la variation des symptômes en fonction du cépage, qui est très importante à prendre en compte. Et ça, ce sont des conditions réelles que l'on rencontre dans les vignobles. Le dernier point, c'est que bien souvent, c'est uniquement l'information sur les feuilles qui est prise en compte pour le diagnostic. Cependant, il existe des maladies qu'on appelle les maladies multisymptômes de la vigne, qui vont présenter des symptômes sur d'autres organes que les feuilles. Je vais vous présenter des maladies multisymptômes que j'ai eu l'opportunité d'étudier pendant ma thèse. Premièrement, on a la flavescence dorée. C'est une maladie des jaunisses de la vigne qui peut amener à des pertes de rendement très importantes. Et cette maladie, elle est combattue par la surveillance par des experts des vignobles. Et là, il y a une obligation légale d'arracher un pied qui est atteint de la flavescence dorée. Les 3 symptômes de la flavescence dorée sont
Premièrement, la décoloration des feuilles, vers le rouge pour les cépages rouges, vers le jaune pour les cépages blancs, avec une possibilité d'enroulement. On a la non-lignification des rameaux. Donc là, les rameaux restent verts au cours de la saison au lieu de devenir marron au cours de la saison. Et enfin, on a le dessèchement des grains. Un autre type de maladie multisymptômes, parmi les maladies du bois de la vigne, le typiose et le botryosferia. Ce sont également des maladies qui peuvent se propager rapidement, amener à des pertes de rendement importantes. Et là, il faut essayer de couper la partie de la plante qui est atteinte par cette maladie. Les trois symptômes sont les symptômes des demi-têtes. Donc là, on voit que le feuillage ne pousse que d'un côté du tronc et pas de l'autre côté. On a le symptôme des rameaux rabougris, ici, et le symptôme des chancres qui se développent sur le tronc. Donc, avec ces maladies multisymptômes et les manques qu'on a vus dans la littérature, ça nous amène à poser le problème de cette recherche qui est comment diagnostiquer efficacement les maladies multisymptômes de la vigne par moyens digitaux en considérant les conditions réelles des vignobles. On a formulé 4 hypothèses au début de cette recherche qui nous ont guidés tout du long. La première hypothèse, c'est que l'acquisition d'images RGB en proxy-détection allait permettre un bon diagnostic de ces maladies. La deuxième hypothèse, c'est que les approches en deep learning étaient des méthodes appropriées pour traiter ce type d'image. La troisième hypothèse, c'est que non pas détecter uniquement les feuilles, mais bien tous les symptômes de ces maladies allaient permettre d'améliorer le diagnostic. La quatrième hypothèse, c'est que ne pas considérer uniquement une image pour une vigne, mais des images également environnantes à cette vigne allaient permettre d'améliorer le diagnostic de la maladie. On a également défini 3 objectifs distincts pour cette recherche. Premièrement, la proposition d'un protocole complet d'acquisition d'images et d'annotation à l'échelle de la plante et à l'échelle des symptômes. Le deuxième objectif, c'est le développement de chaînes complètes d'algorithmes d'intelligence artificielle spécialement dédiés à ces maladies multisymptômes. Le troisième objectif, c'est de conduire une évaluation de ces méthodologies sur des data qui reflètent fidèlement ce qu'on peut rencontrer dans les vignobles, c'est-à-dire plusieurs variétés de vignes, la présence de symptômes confondants et le diagnostic réalisé à l'échelle de vignobles entiers. Alors, je vais d'abord vous présenter les jeux de données qui ont été acquis, donc dans 2 contextes différents. On a étudié la flavescence dorée du côté français et les maladies du bois de la vigne, Botryosferia et Eutypiose, du côté néo-zélandais. Ensuite, on verra l'utilisation de la méthode qui est la plus utilisée dans la littérature, qui est une méthodologie en une étape. On testera sur notre jeu de flavescence dorée et maladie du bois de la vigne. Et dans certains cas très précis, on va voir une baisse des résultats de cette méthodologie. Et c'est cette baisse, ces résultats qu'on va essayer d'améliorer en développant des méthodologies innovantes en 2 étapes. Et ensuite, on évaluera ces méthodologies pour le diagnostic à l'échelle de vignobles entiers, donc pour simuler une utilisation en cas réel. Donc, premièrement, les jeux de données qui ont été acquis pour la flavescence dorée et ses 3 symptômes, et Eutypiose et Botryosferia, donc les GTD, maladies du bois de la vigne. D'abord, donc flavescence dorée, FD, le jeu de données. Donc, on s'est rendu dans 14 vignobles différents pendant 2 années, en 2020 et en 2021, accompagnés d'experts en flavescence dorée et de notre dispositif d'acquisition développé ici au laboratoire IMS, qui est avec une caméra RGB et un flash industriel qui permet d'avoir une luminosité constante sur nos images. Donc, on a acquis des images de 5 cépages différents et on a pu classer ces images en 4 classes. Soit c'est une image qui présente une vigne atteinte de flavescence dorée, soit d'ESCA, c'est une autre maladie qui va présenter des symptômes uniquement foliaires, mais qui étaient en très grand nombre sur les parcelles où on s'est rendu. Donc, on a décidé d'en créer une classe à part. Ensuite, il y a la classe confondant. Donc là, c'est des vignes qui peuvent être saines, mais qui vont présenter des symptômes, souvent foliaires. Et enfin, on a la classe confondant plus. Donc là, ce sont les vignes qui vont présenter des symptômes très similaires à ceux de la flavescence dorée. Ça, c'est pour notre jeu de données flavescence dorée. Maintenant, le jeu de données
GTD, donc pour maladie du bois de la vigne. On a acquis les données avec le même système d'acquisition, et là, on s'est rendu dans 8 vignobles différents. Cependant, pour ces maladies, le contexte était différent, car les symptômes de ces maladies apparaissent tôt dans la saison, au printemps. Et donc, il y avait peu d'autres symptômes qui pouvaient être confondants à ces maladies dans ces vignobles. Donc, en fait, on n'a pas pu créer de classes confondant plus ici. On a uniquement les classes donc GTD, donc les vignes atteintes de maladies du bois de la vigne, ou alors les cassins. Par contre, on a acquis nos images pendant plus d'1 mois. Donc là, on a une vraie variation au niveau de la densité du feuillage qui peut être intéressante à étudier. Et on s'est rendu également dans des vignobles soit conventionnels, soit biologiques. Donc on a introduit ces variabilités-là. Donc là, on voit les images acquises au cours du mois de novembre. Et ici, du mois de décembre, on a une vraie variation dans la densité du feuillage. Maintenant qu'on a nos jeux de données, on va essayer la méthodologie qui est la plus utilisée dans la littérature, qui est l'utilisation des CNN, donc une méthodologie en une étape qui prend en entrée une image et qui sort en sortie une classification à l'échelle de l'image. Alors, qu'est-ce qu'un CNN? Pour Convolutional Neural Network. Un CNN, ça va extraire des patchs, donc des groupes de pixels de l'image. Ils vont être traités indépendamment et on va extraire des informations, peut-être des informations de texture, de couleur, de forme sur ces patchs. Et ensuite, toutes ces informations locales vont être combinées entre elles pour obtenir une compréhension plus globale de l'image et pouvoir délivrer un diagnostic à l'échelle de l'image. Donc, dans notre cas, est-ce que, par exemple, pour l'AFD, est-ce que c'est une image atteinte de flavescence dorée, d'ESCA ou autre chose? On a décidé de tester parmi les 3 CNN les plus utilisés dans la littérature et qui se différenciaient par leurs caractéristiques, leur architecture, leur profondeur. Donc, MobileNet V3, ResNet 50 et EfficientNet V5. Maintenant, on va tester ces 3 algorithmes sur nos jeux de données. Tout d'abord, le jeu de données GTD, donc pour les maladies du bois de la vigne, côté néo-zélandais. Pour toute cette présentation, j'ai utilisé 2 indicateurs pour présenter mes résultats. La précision et le rappel. Alors, par exemple, la précision pour la classe GTD, ça va être parmi les prédictions d'images comme étant GTD, combien le sont vraiment. Le rappel, ça va être parmi les images vraiment GTD, combien est-ce qu'on en a retrouvé avec notre algorithme. Donc, en gros, au plus proche, ces indicateurs sont de 1, le mieux c'est. Alors, voici les meilleurs résultats pour chaque architecture de CNN sur tout notre jeu de données. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les résultats sont plutôt très bons pour les 3 architectures. Les CNN permettent d'obtenir des très bons résultats et ils semblent être robustes au changement de la densité du feuillage. Maintenant, les résultats sur notre jeu flavescence dorée. Tout d'abord, on a extrait un jeu pour étudier l'impact des images confondant plus. Ce jeu, c'est le jeu Cabernet Sauvignon 2020, parce que c'est celui qui contient le plus d'images confondant plus, 22%. Et on a d'abord testé le jeu sans ces images confondant plus, c'est la première ligne, et avec ces images confondant plus. Donc sans les images, on peut voir que les résultats sont quasiment parfaits. Par contre, avec les images confondant plus, on voit qu'on a une vraie baisse des résultats. Ensuite, le deuxième jeu de données, il est ici pour illustrer la robustesse ou non face au changement de variété. On a combiné toutes les variétés rouges d'un côté, toutes les variétés blanches de l'autre, et on a testé nos algorithmes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a seulement 3% de confondant plus pour les variétés blanches, on retrouve des résultats excellents. Par contre, pour les variétés rouges avec 16% d'images confondant plus, là, on a encore une vraie baisse des résultats. Donc, ce qu'on peut dire de l'utilisation des CNN pour diagnostiquer la flavescence dorée, on a des très bons résultats face au changement de variété de vigne. Par contre, il y a des difficultés à distinguer la flavescence dorée de ces maladies très confondantes. Donc maintenant, pour ces cas très précis où on veut distinguer la flavescence dorée
de ces maladies très confondantes, on va venir développer des méthodologies en 2 étapes qui imitent la façon dont les prospecteurs repèrent la flavescence dorée quand ils sont dans les rangs de vie. Ils vont d'abord être guidés par l'information foliaire, donc est-ce qu'on voit une décoloration au niveau des feuilles. Ensuite, ils vont venir proche de cette vigne et ils vont venir fouiller à la recherche des autres symptômes. Et est-ce qu'on peut les relier entre eux? Est-ce qu'on a un rameau symptomatique? Est-ce qu'on a une grappe symptomatique? Et ensuite, si on peut lier ces 3 symptômes, on va être plutôt sûr du diagnostic. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire avec une première étape uniquement de détection des symptômes et une seconde étape d'association de ces détections pour délivrer un diagnostic final. Alors, je vais vous présenter la première étape, la détection des symptômes isolés. Alors, on a développé 2 algorithmes de deep learning pour détecter les symptômes, chacun se prêtant au mieux à la forme des symptômes que l'on recherche. Un premier algorithme de détection, donc parmi les plus populaires, YOLO V8, pour détecter les feuilles. Et un algorithme de segmentation, donc ici encore un des plus populaires, ResUnet, pour segmenter les rameaux et les grappes. Donc d'abord, celui pour les feuilles, l'algorithme de détection, donc lui, il vient créer des boîtes englobantes autour de ces prédictions. Et il a été entraîné pour détecter automatiquement les feuilles de flavescence dorée, les feuilles symptomatiques d'ESCA ou les feuilles confondantes. Donc là, ce sont les feuilles visuellement différentes de feuilles saines. Pour entraîner ce réseau, on a dû annoter des images. Donc ça, ce sont nos experts partenaires, experts en FD, qui ont annoté 568 images de ce type. Et ici, on a le détail du nombre d'éléments annotés. Ensuite, pour notre algorithme de segmentation, donc ResUnet, lui, c'est différent. Il va classer chaque pixel de notre image en un certain nombre de classes. Donc, dans notre cas, 4 classes. Soit on a un pixel de rameau symptomatique, soit un pixel de grappe symptomatique, soit un pixel de grappe saine. Alors, c'est évidemment pas un symptôme de la maladie. Par contre, on s'est dit que les grappes symptomatiques, elles allaient être dures à détecter parce que c'est souvent des petits objets, donc des grappes desséchées qui représentent que quelques pixels à l'image. Donc ça, on s'est dit qu'on allait avoir du mal. Par contre, on s'est dit que la présence en très grand nombre de grappes saines sur nos images pouvait être un indicateur de la non-présence de maladie. C'est pour ça qu'on a décidé également de les annoter. Et donc, soit c'est un pixel de tout le reste en noir. Et donc, 128 masques d'annotation, comme celui-ci, ont été développés pour entraîner cet algorithme. Et on voit encore le détail de chaque objet ici en bas. Maintenant, les résultats de ces algorithmes. Donc, je vous présente en haut le détail des résultats pour la détection des feuilles, en bas, le détail des résultats pour la segmentation des rameaux et des grappes. Moi, je ne vais pas détailler précisément chaque résultat, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces résultats ne permettent pas en eux-mêmes de délivrer un diagnostic fiable de la maladie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On peut évoquer, par exemple, pour la détection des feuilles, le fait que, déjà, on veut faire la différence entre feuilles flavescence dorée et feuilles très confondantes à la flavescence dorée. Également, le fait que les feuilles ne se présentent très peu souvent de face, mais adoptent toutes les orientations possibles sur nos images, ce qui rend leur détection plus compliquée. Pour les rameaux et les grappes, ici, on peut évoquer le fait que, bien souvent, il y a des superpositions avec les feuilles. Les feuilles se retrouvent en premier plan et donc nous, on ne voit pas l'ensemble de l'objet rameau ou grappe que des petits bouts, donc ça rend la détection, la segmentation ici bien plus compliquée. Donc voilà, ces résultats en eux-mêmes, ils ne permettent pas le diagnostic de la flavescence dorée. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est d'exploiter leur présence simultanée ou non sur une même image pour essayer de délivrer un diagnostic. Oui, avant de passer à la suite, donc pour les méthodes d'association, je tiens à préciser que ces algorithmes de détection de symptômes ne seront plus jamais réentraînés par la suite. C'est ces réseaux qui obtiennent ces résultats qui seront utilisés pour prédire les symptômes sur toute notre image. Quand je vais parler par la suite d'entraînement, je parlerai uniquement d'entraînement des méthodes d'association de ces détections. Je vous présente d'ailleurs la première méthode d'association, la méthode d'association dite Random Forest. Donc, on a ici notre première étape de détection des symptômes.
Et on vient ici construire un vecteur d'information. Ce vecteur d'information, il va être composé de paramètres tels que le nombre d'éléments de chaque classe détectés sur l'image, ou alors on a des informations comme des distances. Par exemple, on va calculer la distance minimum entre un rameau symptomatique et une feuille symptomatique, qui peut être indicateur de la présence de la maladie. On va également venir calculer le nombre de feuilles de chaque classe proches spatialement sur notre image, qui peut être également un bon indicateur de la présence de la maladie. On vient calculer au total 16 paramètres dans ce vecteur, et ce vecteur, il est ensuite classé par un classifieur de type random forest. Un classifieur random forest, il est composé de multiples arbres de décision. Chacun d'entre eux prend le vecteur et délivre une classe. Et ensuite, il y a un vote majoritaire qui est effectué parmi toutes les classes prédites. Donc la classe majoritairement prédite et la classe finale délivrée par l'algorithme. Je vais vous présenter tous les tests qui ont été effectués pour cette méthodologie d'association. Tout d'abord, on a le choix des paramètres que l'on va inclure dans notre vecteur d'information. On a fait 3 différents. Le premier, uniquement avec l'information provenant des détections des feuilles. Le deuxième, avec l'information de tous les symptômes, sauf les feuilles confondantes. Parce qu'on a voulu étudier si c'était intéressant de détecter ces feuilles confondantes ou non. Et le dernier, avec tous les symptômes. Ensuite, on a les hyperparamètres de notre classifieur. Tout d'abord, le nombre d'arbres de décision que va composer notre classifieur, random forest. Deuxièmement, le nombre maximum d'échantillons. Donc ça, c'est la taille du sous-ensemble du vecteur sur lequel chaque arbre va être entraîné. Ensuite, on a le nombre maximum de paramètres. Donc c'est le nombre maximum de paramètres qui vont être considérés à chaque embranchement de notre arbre, de nos arbres, pour prendre la décision. Donc, voici les résultats sur, une fois, toutes nos variétés rouges réunies, toutes nos variétés blanches réunies et variétés rouges et blanches réunies. Ça, ce sont les meilleurs résultats qu'on ait obtenus. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont tous été obtenus pour le vecteur d'information qui contient les informations sur tous les symptômes, pas uniquement que ce foliaire. Ensuite, on a pu voir que les hyperparamètres de l'algorithme n'influaient pas vraiment sur les résultats, ils n'avaient pas une grande importance. Et la dernière chose qu'on peut remarquer, c'est que, d'accord, ces résultats, ils ne sont pas mauvais, mais par contre, on pense qu'ils peuvent être encore améliorés. Pourquoi? Parce que quand on a créé notre vecteur d'information, on a eu une perte d'information. C'est-à-dire qu'on a perdu l'information intrinsèque à chaque symptôme pour plutôt avoir recours à des moyennes, avoir des sommes. Donc, on a perdu de l'information. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on peut essayer de développer une nouvelle méthode en gardant l'information de chaque symptôme la plus intacte possible. C'est celle que je vous présente, c'est la méthode par graphe. On retrouve notre première étape de prédiction des symptômes. Et cette fois-ci, on va construire un graphe à partir de ces détections. Un graphe est composé de nœuds, donc ce sont les ronds qu'on voit à l'image, et de liens. Donc pour nous, nos nœuds, ce sont nos symptômes qui ont été détectés. Dans chaque nœud, on peut inclure un vecteur d'information. Et ensuite, on peut choisir de relier ces nœuds entre eux ou non. Et donc, relier des nœuds entre eux, ça va rajouter une information supplémentaire. Donc nous, on décide de rajouter l'information de proximité quand on va relier nos nœuds. Donc, on relie les nœuds seulement s'ils sont distants de moins d'une certaine distance en pixels calculés sur l'image. Et ensuite, ce graphe, il va être classé par ce qu'on appelle un graph neural network. Donc un réseau de neurones sur graphe, que je vais vous présenter brièvement. Donc, les GNN pour Graph Neural Network qui ont été étudiés dans cette recherche se composent de 2 principales phases. La première phase, c'est la phase de message passif. Donc, le rôle de cette phase, ça va être, pour chaque nœud, on va regarder les nœuds qui lui sont reliés. On va agréger l'information des nœuds qui lui sont reliés. Et ensuite, il va y avoir une deuxième phase qui va être la phase de la mise à jour. Donc, le vecteur d'information de chaque nœud est agrégé avec l'information de ses voisins et l'information est mise à jour au travers d'une couche de neurones. La deuxième phase, c'est la phase de pooling. Donc, son rôle à elle, ça va être de réduire la taille de notre graphe pour en avoir une représentation plus condensée
extraire ensuite des paramètres à différentes échelles et voilà, réduire graduellement la taille de notre graphe pour en avoir une représentation plus pertinente pour sa classification. Je vais vous présenter les 3 pooling layers qui ont été utilisés pour les tests sur les GNN. La première, c'est la sort pooling layer. Donc ici, d'abord, on va appliquer plusieurs fois une message passing function. Donc à chaque fois, on va extraire pour un nœud des informations à différentes échelles. Ensuite, toutes ces représentations aux différentes échelles, elles vont être concaténées en un seul graphe. Et ensuite, on va se servir du score qu'a obtenu chaque nœud pour la dernière message passing function pour trier nos nœuds entre eux. Et on va sélectionner uniquement les K-nœuds qui ont obtenu le meilleur score. Et ce sont ces K-nœuds qui vont servir à la classification finale du graphe. Ensuite, on a la diff pooling layer. Son rôle ici, c'est différent. On va l'appliquer après chaque message passing function. Et son rôle à elle, c'est de créer des clusters de nœuds, donc de regrouper des nœuds entre eux. Ici encore, on a un hyperparamètre K à fixer qui est le nombre de clusters que l'on souhaite à chaque étape. Et donc, les nœuds qui se retrouvent dans le même groupe vont être agrégés entre eux pour ne former qu'un seul nœud à l'étape d'après. Et donc, on se retrouve avec une forme plus condensée de notre graphe à laquelle on peut encore appliquer une message passing function, une nouvelle diff pooling layer. On va réduire graduellement la taille de notre graphe et ensuite le classer. La troisième pooling layer, c'est la min cut pooling layer. Elle fonctionne de la même façon que la diff pooling layer. Donc, on vient créer des clusters de nœuds après chaque message passing function. Sauf qu'ici, on va rajouter 2 losses auxiliaires qui vont permettre de mieux contrôler la façon dont les clusters de nœuds sont créés. Donc, pour ces 3 pooling layers, on a un hyperparamètre K qui est à fixer. Maintenant, je vais vous présenter, comme pour le random forest, tous les tests qui ont été étudiés pour cette méthodologie par graphe. Alors, premièrement, on retrouve encore le choix de nos nœuds. Donc, on va créer un graphe uniquement avec les symptômes foliaires qui ont été détectés, ou alors créer un graphe uniquement avec tous les symptômes, sauf les feuilles confondantes, ou alors un graphe avec tous les symptômes, donc sur feuilles, sur rameaux, sur bras. Ensuite, on a le choix de la distance de lien. Donc, on relie nos nœuds jusqu'à quelle distance? Ici encore, 4 ont été testés. Ensuite, le choix du nombre de messages passing function. Alors, 0 voulant dire que le graphe est directement classé, on ne lui applique rien du tout. Ou alors 1, 2, 3, 4 messages passing function. Ensuite, on a le choix de notre pooling layer. Alors, soit on n'en utilise aucune, soit une des 3 que je vous ai présentées. Et enfin, la valeur de K, donc notre hyperparamètre pour nos pooling layers. Donc, tous ces tests ont été effectués. Et ici, je vous présente les meilleurs résultats obtenus sur le jeu de données cépage rouge et blanc confondus en fonction de la pooling layer utilisée. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les meilleurs résultats ont été obtenus pour la min cut pooling layer sur le graphe contenant les informations de tous les symptômes pour une distance de lien de 200, donc une distance assez réduite, et pour uniquement une message passing, les fonctions, et une étape de pooling. Donc, en rajoutant ces losses auxiliaires qui permettent un meilleur contrôle dans la création de nos clusters de nœuds, il a suffi d'une étape de message passing et d'une étape de pooling layer pour obtenir une représentation pertinente du graphe pour sa classification. Voilà. Donc maintenant, on va venir comparer nos 3 méthodologies, CNN, Random Forest et Graph, sur les mêmes jeux de données afin de les comparer entre elles. Alors, notre premier résultat, l'impact de la classe confondant plus sur nos images. Sur notre jeu de données Cabernet Sauvignon 2020, celui qui contient 22% d'images confondant plus. On peut voir que la méthode par graphe a obtenu les meilleurs résultats sur ce jeu de données. Le deuxième résultat, pour étudier l'impact du changement de variété, on a toutes les vignes rouges d'un côté, toutes les vignes blanches de l'autre. Ce qu'on peut voir, c'est que pour les variétés rouges avec 16% d'images confondant plus, les graphes ont encore donné les meilleurs résultats. Pour les variétés blanches avec seulement 3% d'images confondant plus, il n'y a pas une méthodologie qui se dégage. Les 3 délivrent des résultats très satisfaisants.
Donc, quand on a la présence de beaucoup d'images dans flux, donc ce sont les vignes qui présentent des symptômes très similaires à ceux de la flavescence dorée, la méthodologie par graphe permet d'obtenir les meilleurs résultats. Donc maintenant, on va étudier ces méthodologies développées dans des cas d'utilisation réelle, c'est-à-dire pour le diagnostic à l'échelle de vignobles entiers. En 2022, on a réalisé des acquisitions à l'échelle de 3 vignobles, Neufond, Couture et Cognac. C'est-à-dire que dans ces vignobles, on a photographié chaque vigne et également sa face opposée. Et donc, ce qu'on peut voir ici, à l'image, tous les points blancs représentent les positions d'images qui ont été acquises sur ces vignobles, et chaque triangle rouge représente les positions d'une vigne atteinte de flavescence dorée, préalablement enregistrée par nos experts partenaires en flavescence dorée. Ensuite, la première chose qu'on a voulu faire, c'est entraîner nos méthodes sur notre jeu de données acquis sporadiquement, que je vous ai présenté, et tester directement sur ces nouvelles images, ces 3 vignobles. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a entraîné les méthodologies CNN, en Forest et Graph sur notre jeu de données acquis sporadiquement. On a testé sur les images de ces 3 vignobles. Et là, je vous présente les résultats de la méthodologie qui a donné les meilleurs résultats. C'est la méthodologie par graphe pour chaque vignoble. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats, ils sont plutôt décevants. On ne peut pas dire qu'ils constituent un outil fiable de prédiagnostic de la flavescence dorée, avec ces résultats ici. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de tirer au mieux parti de ces acquisitions denses réalisées à l'échelle de vignobles pour développer des nouvelles méthodologies. La première, c'est la méthode qu'on a appelée des 3 vignes voisines. C'est-à-dire que on a pris 3 images acquises consécutivement. Donc là, ce sont des images de 3 vignes qui sont consécutives et sur le même rang. On vient détecter les symptômes sur ces 3 vignes, donc avec nos algorithmes de détection de symptômes qu'on n'a pas réentraînés, toujours les mêmes. Et ensuite, on vient créer un unique graphe composé des détections réalisées sur ces 3 images. Et c'est cet unique graphe qu'on va venir classer pour diagnostiquer la maladie. On a réalisé la même chose pour l'approche Random Forest, donc un unique vecteur d'information composé des détections sur ces 3 images. Ensuite, on a fait la même chose, mais on l'a pour 6 vignes voisines. Ce qu'on retrouve en fait ici, c'est nos 3 images de la slide d'avant, 3 images consécutives, auxquelles on a rajouté les images de la face opposée, qui sont ici. Donc, le vigne d'un côté et la face opposée de ces 3 vignes. Et là, on vient créer un unique graphe composé des détections sur ces 6 images. On a fait la même chose avec l'approche Random Forest, donc un unique vecteur d'information composé des détections sur ces 6 images. Alors, maintenant, avec ces méthodes, je vais vous présenter les meilleurs résultats obtenus, mais cette fois-ci en entraînant les méthodologies sur 2 vignobles et en testant sur le vignoble restant. Et donc, la méthodologie qui a obtenu les meilleurs résultats en faisant ça, c'est la méthodologie par graphe avec 6 vignes voisines. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une vraie différence dans les résultats. Par exemple, pour un vignoble, le vignoble Couture, on obtient des résultats très bons. Par contre, pour les vignobles Neufond et Cognac, on obtient des résultats plutôt très décevants. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient ces résultats-là? Par exemple, pour le vignoble Neufond, nos vignes, les vignes symptomatiques de flavescence dorée sur ce vignoble, exprimaient vraiment très très faiblement les symptômes de la flavescence dorée. Donc ici, on voit une image d'une vigne atteinte de flavescence dorée sur ce vignoble. Les symptômes ne sont pas clairs du tout. Et en fait, quand on regarde les détections de symptômes qui ont été effectuées sur cette image, ici, on se rend compte que toutes ces feuilles détectées sont de la classe confondante et pas flavescence dorée. Donc ici, notre méthodologie d'association, elle n'a pas pu faire autrement que de classer ces images comme non atteintes de flavescence dorée.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des résultats comme ça, où aucune vigne n'a été prédite comme étant atteinte de la flavescence dorée. Ensuite, pour le vignoble cognac. Ici, c'est plutôt l'inverse. C'est que on a énormément de vignes sur ce vignoble qui étaient atteintes de chlorose, donc une carence en fer. Et ça va provoquer des symptômes sur les feuilles visuellement très proches de ceux de la flavescence dorée sur cépage blanc. Et donc, ce qui s'est passé ici, c'est que quasiment toutes les feuilles sur ces vignes ont été prédites comme symptomatiques de la flavescence dorée. Et encore ici, donc, notre méthode d'association n'a pas pu faire autrement que de classer ces images comme, donc ces vignes comme étant atteintes de la flavescence dorée. Donc, ça, ce sont les résultats que l'on peut retrouver dans mon mémoire. Cependant, en automne 2023, il y a eu des nouvelles acquisitions à l'échelle de vignobles entiers et je tiens à vous présenter ces résultats parce qu'ils sont intéressants. Donc, en automne 2023, il y a eu l'acquisition de 8 nouveaux vignobles. On retrouve nos 3 de 2022 et 8 nouveaux. Et donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné nos méthodologies d'association sur 10 vignobles et on a testé sur le vignoble restant. Ici encore, c'est la méthodologie par graphe 6 voisins qui a obtenu les meilleurs résultats. Les voici, les résultats. Alors, on a encore des résultats qui sont différents, qui sont hétérogènes. On retrouve nos 2 vignobles de 2022, sur lesquels on obtient encore des mauvais résultats, et un autre vignoble en 2023 de variété Petit Verdon. Alors, ce qu'on peut dire, là où on obtient les mauvais résultats, c'est quand les symptômes ne sont pas présents dans la base d'entraînement de nos algorithmes de détection de symptômes. Donc, comme on l'a vu, ça peut être soit des symptômes de flavescence dorée très faiblement exprimés, comme sur le vignoble de fond, ça peut être soit des symptômes confondants qu'on n'avait pas dans notre base de données, comme la chlorose avec le vignoble cognac, et ça peut être soit une variété qu'on n'avait pas, comme le petit Verdot ici. Par contre, on a des vignobles sur lesquels on obtient des bons résultats. Surtout sur une variété, la variété Cabernet Sauvignon, où on obtient des résultats excellents. Et Cabernet Sauvignon, c'est le cépage dont on avait le plus d'images dans notre base d'entraînement. On avait des acquisitions sur 2 ans, c'est le cépage dont on disposait le plus d'images confondant plus pour entraîner nos méthodologies. Et c'est sur ce cépage qu'on a obtenu les meilleurs résultats de diagnostic à l'échelle de vignoble. Je vais maintenant conclure cette recherche. Tout d'abord, les contributions de cette recherche. Premièrement, on a la proposition d'un protocole complet d'acquisition et d'annotation d'images liées aux maladies multisymptômes de la vigne, avec le dispositif d'acquisition publié et le protocole d'acquisition et d'annotation d'images publié. Ensuite, on a la constitution de bases de données qui contiennent des maladies confondantes et plusieurs variétés de vignes. Et donc, celui lié à la flavescence dorée est disponible publiquement et a fait l'objet d'une publication. Ensuite, on a eu le test de la méthodologie de la littérature, l'utilisation des CNN, qui a montré des très bons résultats et donc qui est en accord avec les conclusions des recherches précédentes sur le sujet que les CNN, ils sont très performants. On a vu des très bons résultats pour les maladies du bois de la vigne. Ils semblent être également robustes au changement de variété. Par contre, dans un cas précis, pour l'étude de la flavescence dorée, avec les images confondant plus, on a vu qu'on avait une baisse des résultats. Donc, on a développé des méthodologies innovantes en 2 étapes pour améliorer ces résultats dans ce cas précis, avec une première étape d'association, une première étape de détection des symptômes et une deuxième étape d'association de ces détections par des méthodologies random forest et par graphe à l'échelle de 1, 3 et 6 images. Ces méthodologies, elles ont été présentées dans 2 conférences internationales et également, elles ont été publiées par la suite. Et enfin, on a évalué ces méthodologies dans des cas concrets d'utilisation, donc c'est-à-dire l'évaluation de leur
résultats à l'échelle de vignobles entiers. Maintenant, la réponse à notre problématique de recherche, comment diagnostiquer efficacement les maladies multisymptômes de la vigne par moyens digitaux en considérant les conditions réelles des vignobles. Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que l'acquisition d'images RGB en proxy détection semble être un choix d'acquisition d'images approprié pour le diagnostic de ces maladies. Deuxièmement, la réponse semble résider dans la création du jeu de données le plus complet en termes d'expression des symptômes de la maladie et d'expression des symptômes confondants de ces maladies. Enfin, la détection précise des symptômes de ces maladies, et pas uniquement ce foliaire, et leur association par la suite permet un diagnostic pertinent de ces maladies. Le dernier point, c'est que ne pas considérer uniquement une image pour le diagnostic d'une vigne, mais également des images acquises dans les environs, donc sur les deux vignes, sur les côtés, et également la face opposée, permet d'améliorer le résultat de diagnostic. Enfin, les perspectives de cette recherche. Donc, ce qu'on a vu, c'est que malgré les résultats très prometteurs qui ont été obtenus sur notre jeu de données acquis sporadiquement, dans 14 vignobles pour la flavescence dorée, il semble qu'une montée en échelle réelle du nombre d'acquisitions et d'annotations doit être effectuée si on veut arriver à un diagnostic précis de ces maladies multisymptômes. On a testé les méthodologies en une étape, très présentes dans les littératures, mais également des méthodologies en une étape plus récentes auraient pu être testées sur nos images, telles que les Vision Transformers ou les modèles de fondation. Enfin, donc, on a développé des méthodologies en deux étapes qui apparaissent comme une première étape vers un meilleur diagnostic de ces maladies multisymptômes. D'ailleurs, l'utilisation des graphes pourrait faire l'objet d'une étude plus étendue pour étudier la meilleure façon d'encoder l'information ou également la meilleure façon de traiter ces graphes. Mais par contre, ce qu'on pense ici, c'est que si on veut réussir un diagnostic très précis de ces maladies, il faut que ces méthodologies soient une brique dans un outil d'aide à la décision bien plus complet qui prendra en compte d'autres variables telles que l'historique des symptômes, l'historique des maladies sur les parcelles, mais également l'environnement de ces parcelles. Voici ce qui conclut cette présentation de mes recherches. Donc, je tiens à remercier les différents financeurs, acteurs et équipes de recherche qui ont rendu cette thèse possible et qui ont contribué au bon déroulement des projets auxquels cette recherche a pris part. Je vous remercie pour votre attention.